Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Et bonjour à toutes et tous, merci d'être à l'écoute de Sud Radio pour les débats de l'été, 10h-13h en direct sur Sud Radio 0800 26 300 300, vous le savez, c'est le sésame pour nous appeler avec Zach aujourd'hui qui vous attend au standard. Bonjour Zach. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Ça va bien ? Ça va bien et vous-même ? Oui, superbe. Anthony à la réalisation également, bonjour Anthony. Bonjour. Ça va bien ? Très bien et vous ? Oui, ça s'entend pas trop à votre voix, mais... Si. Mais bon, on va dire que ça va. On m'a dit de vous faire court, donc bonjour. Je dis tout. Albin Texera, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Dans un instant, à 10h, nous allons parler des cirrhoses chez des patients qui ne boivent pas d'alcool. Et oui, c'est peut-être étonnant, mais en fait, ça devient de plus en plus courant. On sera avec Anthony Berthoud, diététicien, nutritionniste, spécialiste de l'approche systémique de la nutrition et auteur de 7 livres. Pas mal quand même, beaucoup de livres. pas mal, hein, j'ai toujours pas fini le mien. Exactement. Et à 10h15, nous allons parler du versement de l'allocation de rentrée scolaire. L'Observatoire d'Emmaüs des budgets contraints publie une nouvelle étude consacrée à la manière dont les familles modestes utilisent cette aide. On sera avec Bruno Morel, président d'Emmaüs France, pour en parler. Peut-être l'avez-vous reçue, elle était normalement versée hier, cette fameuse allocation rentrée. Appelez-nous 0826 300 300 pour nous raconter. Pensez-vous d'ailleurs qu'elle est à la hauteur par rapport à, notamment à l'augmentation des prix? Je lisais plus 5% d'augmentation en moyenne. Et puis Antoine Dizy qui est également avec nous, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Dans notre équipe de choc pour les débats du jour. Autour de la table aujourd'hui, Bruno Pomar, ancien membre du RAID, Sarah Georgette, avocate au barreau de Paris, Louis Laridon, secrétaire national des jeunes socialistes et adjoint à la mairie de Cergy, et bien sûr vous au 0826 300 300. Et nous parlerons du troisième vol de données à Bercy. Sommes-nous à l'aube d'un scandale d'État? À Aubervilliers, rouée de coups en pleine rue par son mari, une femme a été hospitalisée dans un état grave. Devons-nous repenser intégralement nos politiques de prévention des violences faites aux femmes? Et enfin, la loi sur la fin de vie promulguée par Emmanuel Macron. Et maintenant? Maintenant, que va-t-on faire de cette loi fin de vie? Si là aussi, ça vous interroge, vous nous appelez au 0826 300 300 avec Zach qui vous attend au standard. Mais une autre personne vous attend sur les réseaux sociaux, c'est Alexandre Saint-Etienne. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors, sur les réseaux, vous les lisez sur quoi, vous, du coup? Écoutez, écrivez-nous sur X, Facebook, Instagram et YouTube, on vous attend. Bon, très bien, avec les questions justement des débats. Pensez-vous justement qu'il faille que nous revoyions nos politiques concernant les violences faites aux femmes? Et puis, me reste à saluer notre programmateur de génie, Louis Randazzo. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Ça va bien? Ça va et vous? Oui, ça va. Écoutez, les débats de l'été, chers amis, c'est parti. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Albin Texera, on va parler de ces cas de cirrhose métabolique en recrudescence chez des patients qui n'ont jamais bu d'alcool. Exactement, la cirrhose du foie est souvent associée à la consommation excessive d'alcool, mais une autre cause prend une place croissante, les maladies hépatiques liées au dérèglement métabolique. Et pour en parler, nous sommes avec Anthony Berthoud, diététicien nutritionniste, spécialiste de l'approche systémique de la nutrition et, je le redis, auteur de 7 livres. Bonjour Anthony Berthoud. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Et beaucoup d'Anthony aussi autour de cette table. Exactement. On est 3. Alors, Anthony Berthoud, première question. Donc, la cirrhose du foie, qu'on dit souvent due à la consommation excessive à l'alcool, en fait, c'est pas du tout le cas. On peut avoir une cirrhose du foie sans consommer d'alcool ? Alors, il y a bien sûr effectivement l'origine liée à l'alcool et effectivement une origine métabolique. Avant la cirrhose, on va parler de stéatose hépatique métabolique, c'est-à-dire une accumulation de graisse dans le foie qui peut évoluer vers un stade inflammatoire qui va évoluer vers la cirrhose. Donc, avant de parler de cirrhose métabolique, on parle vraiment de cette dégradation au cours du temps. Et ça, c'est important de le préciser parce qu'effectivement, on peut agir bien en amont du stade de la cirrhose. Et la question aussi de la résistance à l'insuline. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme justement de l'insuline et comment le foie joue un rôle sérieux dans la régulation de la glycémie ? Exactement. Alors, il y a deux notions. Il y a effectivement le point sur la résistance à l'insuline et la surconsommation de fructose dans notre alimentation. Donc le sucre des fruits, en l'occurrence. Alors, qui est en partie effectivement dans les fruits, mais le fruit est lui
lui protecteur. C'est-à-dire qu'il y a une grande confusion entre la consommation de fruits et la consommation de fructose d'origine industrielle qui va être présent dans les sodas, dans des biscuits industriels, des pâtisseries industrielles et autres. Et ce qui pose problème aujourd'hui, c'est ce type de fructose. Ce n'est absolument pas le fructose issu du fruit. Et ce fructose en excès va favoriser l'accumulation de graisse dans le foie et effectivement cette résistance à l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est naturellement produite par l'organisme pour mettre en réserve l'excédent de glucose qui va être issu de l'alimentation. C'est un processus qui est tout à fait adapté, mais c'est vrai que dans le cadre du fructose libre, c'est-à-dire du fructose issu des produits industriels, on assiste à un dérèglement. Voilà, exactement. Et notamment, je parlais des sodas, des pâtisseries et autres, c'est-à-dire que on isole le fructose pour le rajouter dans des produits transformés, et c'est cette part qui est vraiment problématique aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, cette augmentation du cirrhose du foie, qui n'est pas due en fait plus que ça à la consommation d'alcool, elle est plutôt due à la malnutrition. On mange de plus en plus mal, de plus en plus gras, de plus en plus sucré. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de cirrhose du foie ? Alors, si on parle spécifiquement et là je parle bien de stéatose hépatique avant même le stade de la cirrhose, puisqu'encore une fois la cirrhose est le stade avancé, c'est vraiment là, d'une part, la sédentarité, c'est-à-dire qu'au-delà de l'alimentation, il y a effectivement le manque d'activité physique actuellement, et dans la part alimentaire, c'est la surconsommation d'aliments ultra transformés qui contiennent ce fructose sous forme libre. Ici, on est vraiment sur un cas assez particulier. Donnez-nous des exemples. Là, concrètement, qu'est-ce que dans mon placard, chez moi, j'ai comme aliment ultra transformé et que je trouve très facilement en magasin ? Alors, je parlais des sodas. Je pense que là, c'est le premier exemple qu'on peut avoir à l'esprit et on en connaît. Donc les sodas, beaucoup. On est d'accord, on parle des boissons sucrées, les Coca-Cola, Orangina, Ice Tea, par exemple. Exactement. On va rajouter ensuite toutes les pâtisseries industrielles, les biscuits secs, donc, les confits. Les gâteaux. Les viennoiseries, les donuts, ces trucs comme ça qu'on peut trouver dans des boîtes toutes faites chez Carrefour, Auchan et Leclerc. Exactement, des madeleines industrielles par exemple. Ah oui, les madeleines aussi. Ouais. Les brioches, j'imagine aussi, toutes les brioches, là, brioches dorées, Pasquier et puis Harris, ultra transformées. Alors, sans citer une marque à proprement dit. C'est pour ça que j'en cite 3, en l'occurrence. Voilà, tout à fait. De manière générique, effectivement, on sait que c'est une industrie qui peut utiliser ce qu'on appelle du sirop de glucose fructose, parce que c'est un moyen de garder du moelleux, notamment dans les pâtisseries, par exemple. Donc, plus on voit marqué moelleux, plus on sait qu'il y a un additif. Alors, c'est un moyen d'apporter du moelleux. Heureusement, il y a d'autres solutions, mais en tout cas, c'est un signe qu'on peut avoir. Et puis, malheureusement, le jus de fruits, aujourd'hui, quand il est consommé en excès, notamment d'origine industrielle, c'est vrai qu'il contribue à apporter du fructose. Il ne s'agit pas de diaboliser le jus de fruits qu'on va consommer occasionnellement pour le plaisir, mais malheureusement, si on se met à consommer l'équivalent de plusieurs verres de jus de fruits par jour, ça contribue à l'addition du fructose libre. Personnellement, moi j'ai complètement arrêté le jus de fruits. Même le jus d'orange, parce que en gros, je préfère manger une orange avec toutes les fibres que l'on peut avoir, plutôt que d'ingérer directement le sucre du jus. Vous le pressez vous-même. Exactement. Oui, mais en gros, quand tu presses ton jus d'orange, la vitamine C, elle disparaît très très rapidement. Alors ça c'est un point qui est très important parce qu'effectivement il y a beaucoup de confusion, c'est-à-dire que quand vous allez croquer dans votre orange, dans votre pomme, dans votre fruit, non seulement effectivement vous allez avoir davantage des vitamines, des fibres, des polyphénols, mais surtout vous allez mastiquer. Et en fait cet élément de mastication contribue à la satiété. Si vous buvez un jus d'orange avec le jus de 3 oranges, vous allez pouvoir le boire en quelques secondes. Exactement. Essayez de manger 3 oranges, vous allez voir que ça va mettre beaucoup plus de temps. Mais on fait des concours de mastication avec Albin à la rédaction. Tous les jours. Voilà. Parfait. Et le fruit est protecteur contre la stéatose hépatique. Par contre, effectivement, l'excès de jus de fruits et encore une fois de fructose libre, lui, est un facteur de risque. Anthony Berthoud, diététicien nutritionniste, je le rappelle. Si on veut regarder derrière les aliments, justement, vous nous faites part de ces brioches, de ces madeleines. Si on veut vérifier que ce sont en fait finalement les bonnes madeleines que l'on prend, on doit vérifier quoi derrière le paquet ? Qu'est-ce qui peut nous alerter ?
avant tout la présence de ce terme de fructose. Fructose, mais c'est nommé fructose à proprement parler, ou ça peut être un je sais pas quoi derrière? Alors non, c'est pas un additif, c'est-à-dire que là, ça sera vraiment mentionné tel que. Après, on peut avoir des déclinaisons, comme par exemple sirop de glucose fructose. Après, on peut avoir d'autres types de... Alors sucre, ça va être du saccharose, c'est-à-dire que c'est une molécule et de glucose et de fructose. Donc, par définition, on a la moitié de fructose, mais aujourd'hui, si on veut vraiment être prioriser la recommandation, c'est quand on rajoute du fructose libre, donc avec la terminologie de fructose à proprement dit, quoi. Et puis, un élément, moi que j'ai découvert aussi au fur et à mesure, j'étais attentif à ce que je mangeais. Il est préférable de mettre du beurre sur une tartine de confiture. Pourquoi ? Alors là, on va parler de ce qu'on appelle la réponse glycémique, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous allez manger un aliment qui contient des graisses, qui contient des protéines, des fibres, vous allez ralentir la vitesse de digestion. Et ça, c'est un élément qui est plutôt intéressant pour le pic glycémique. Alors, il ne s'agit pas de ne voir qu'à travers ce critère-là, mais si on raisonne sur la charge glycémique, effectivement, sur la sécrétion d'insuline associée à votre bol alimentaire, le fait d'avoir ce mélange va être plus intéressant que si vous consommez du sucre uniquement. Et c'est typiquement ce qui va se passer si vous mangez du pain blanc avec de la confiture, un jus d'orange, des céréales soufflées, des galettes de riz soufflées, etc. On a effectivement ce pic insulinique qui va être très important. Pour ma part, j'ai d'ailleurs supprimé le sucre, mais dit-on qu'il est préférable d'ailleurs de compenser par des alimentations protéiques et protéinées. Est-ce que vous confirmez ce point ? Pas facile. Parce qu'on a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux que je vois circuler par ailleurs et où on ne fait que vanter les apports protéiques, mais est-ce que c'est bon de manger que protéiné ? En fait, c'est difficile de ne pas tomber dans la caricature parce que c'est un peu effectivement le problème des réseaux sociaux. Chaque nutriment joue ses rôles. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, en moyenne, avec notamment ces aliments ultra transformés, on a une surconsommation d'aliments qui sont fortement insulino-sécréteurs. Et le fait d'aller déjà vers des produits bruts, c'est l'exemple du fruit par rapport au jus de fruits dont on parlait, le fait de rajouter effectivement des protéines, mais aussi des graisses de qualité dans l'alimentation, c'est un excellent moyen, effectivement, de manière générale. Allez, merci beaucoup Alban Texera. Mais oui, et dans un instant, nous allons évoquer l'allocation de rentrée scolaire, une aide indispensable pour les familles au budget contraint selon Emmaüs. Et justement, nous allons être avec le président d'Emmaüs France, Bruno Morel, pour évoquer cette ARS. Donc, restez avec nous. Puis on va remercier notre invité. Bien sûr. Anthony Berthoud, diététicien nutritionniste. Merci. Auteur de 7 livres, vous le dites. 7 livres, c'est important de le préciser. Merci pour tous ces conseils. Moi, je l'ai noté. Attention au sucre, attention au diabète. Pour regarder s'il y a du fructose, du glucose. C'est important pour éviter notamment que votre foie ne crie à l'aide. À tout de suite. Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Retour sur l'antenne de Sud Radio pour les débats de l'été, 10h, 13h avec Alban. On vient de faire un concours de manger d'orange, justement, avec notre invité précédemment qui nous expliquait l'importance de la mastication. Pensez-y bien. 3 millions de familles ont reçu hier l'allocation rentrée. On va en parler dans un instant avec notre invité président de Emmaüs France, Bruno Morel, Alban Texera. Exactement, Bruno Morel, président d'Emmaüs France, que l'on accueille. Bonjour Bruno Morel. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, l'allocation de rentrée scolaire, elle est tombée hier pour certaines familles déjà. Et l'Observatoire d'Emmaüs vous publie une nouvelle étude consacrée à la manière dont les familles modestes utilisent cette aide. Concrètement, à quoi sert l'allocation de rentrée scolaire pour les familles que vous accompagnez ? Écoutez, nous avons lancé cette étude dans le cadre de l'Observatoire des budgets contraints auprès d'une vingtaine de familles suivies par les associations SOS Emmaüs et en lien avec Hélène Doucourant qui travaille à l'université Gustave Eiffel. Le premier enseignement, ça permet de combattre une idée un peu reçue comme quoi l'allocation rentrée scolaire ne serait pas utilisée pour des fournitures ou des dépenses scolaires, ce qui est totalement
faux. On voit bien que l'utilisation et toutes les familles qui ont été interrogées attestent qu'elles utilisent ça pour la rentrée scolaire. Vous savez, la rentrée scolaire, ça représente une charge mentale extrêmement importante pour les familles, d'autant plus qu'il s'agit de familles modestes, voire un casse-tête pour les plus grands, avec la crainte de qu'est-ce qui peut se passer quand les enfants grandissent. Donc l'étude, elle montre bien l'utilité de cette allocation. Parce qu'on a en tête effectivement que cette allocation, elle a pu être utilisée, ou elle est toujours utilisée par certains foyers pour acheter peut-être des baskets de marque de luxe, en tout cas de marque plutôt haut de gamme, plutôt chère. Ça, c'est une idée reçue, selon ce que vous nous dites. Ouais, c'est une idée totalement reçue. Vous savez, toute l'année, les familles conjuguent le tri, la récupération, la conservation, vont beaucoup dans les structures Emmaüs pour équiper leurs enfants. Avec l'allocation de rentrée scolaire, c'est peut-être aussi le moyen de pouvoir acheter, par exemple, un cartable neuf. Pas un cartable de luxe, pas un cartable de marque, mais un cartable neuf. Vous savez, quand on voit que à peu près 11% des cas de harcèlement scolaire viennent de l'apparence, pouvoir à la rentrée scolaire éviter des discriminations du fait qu'on est moins bien équipé qu'un autre enfant est tout à fait fondamental. Donc c'est à la fois pouvoir faire un acte d'achat responsable, en même temps être un peu comme les autres. Ça ne veut pas dire que ce fameux cartable neuf, il sera acheté tous les ans. Il servira sûrement pendant plusieurs années, voire aux frères et aux sœurs. Mais en tout cas, une fois à la rentrée, avoir un petit équipement neuf nous paraît fondamental. Ça coûte combien le panier, on va dire, un peu moyen d'un élève qui rentre, je sais pas, au CP, en CE1, d'avoir toutes ces affaires? Ça représente à peu près quelle grille tarifaire? Si vous voulez, la grille tarifaire sur les équipements scolaires, hors vêtements, elle correspond à peu près à l'allocation. C'est-à-dire que les différentes études qui ont été faites, on est en gros entre 420 et 430 euros. Là-dessus, il faut savoir qu'il faut racheter des vêtements. Vous avez par exemple le sujet, j'ai parlé du cartable, mais le sujet des chaussures, qui est un vrai casse-tête pour les familles, le sujet de l'assurance scolaire, le sujet des activités périscolaires. Donc, mes 400 euros peuvent être multipliés par 2, voire par 3 selon les situations. Vous formulez 8 propositions de mesures, et notamment celle de la majoration de cette allocation rentrée pour les familles monoparentales. Tout à fait. Son montant, qui varie entre 426 et 466 euros, doit pouvoir être majoré pour ces personnes qui sont seules à élever des enfants. Nous formulons aussi d'autres propositions. Il y en a une qui me paraît, sur laquelle je crois devoir insister, c'est le calendrier de versement de cette allocation. Si on pouvait anticiper et faire coïncider avec des actes d'achat plus faciles, ça serait bien. Je pense notamment, si on anticipait d'un mois, on tomberait sur la période des soldes, et du coup, l'allocation de rentrée scolaire aurait un pouvoir d'achat beaucoup plus important. Donc vous nous dites que là, le 18 août 2026, c'est beaucoup trop tard pour verser cette allocation rentrée, qu'il faudrait davantage l'anticiper pour que ça coïncide avec le moment des soldes. Mais il n'y a pas de fourniture scolaire au moment des soldes. Il y a des vêtements. Vous avez des vêtements, vous avez des équipements sportifs, donc tout ça peut servir. Je pense qu'on l'anticiperait sur 15 jours, 3 semaines, déjà ça serait une avancée significative, et en plus ça permettrait aux familles de beaucoup mieux prévoir leurs dépenses par rapport aux promotions dont elles peuvent bénéficier. Mais n'y aurait-il pas un risque que cela vienne servir le budget des vacances ? Écoutez, quand on voit toutes les études qui ont été faites sur l'utilisation de l'allocation rentrée scolaire, là je voyais les chiffres présentés par la caisse d'allocation familiale. On est à 98% pour l'équipement de fourniture scolaire, 96% pour les vêtements, 80% sur l'assurance scolaire. Je crois qu'il faut sortir de cette notion de risque et faire confiance aux personnes qui sont extrêmement responsables dans leur travail quotidien d'équilibre budgétaire. Il faut arrêter d'infantiliser les familles.
Tout à fait. Et arrêtez de penser, alors que la pauvreté est en train de s'aggraver dans notre pays, que les personnes sont des consommatrices d'aide au profit d'achats détournés. C'est absolument pas le cas. Moi, je rends plutôt hommage à la responsabilité des ménages qui sont suivis par les associations, notamment par le réseau Emmaüs et par les SOS Familles, qui sont extrêmement responsables dans l'éducation budgétaire. Bruno Morel, président d'Emmaüs France. J'ai aussi cette question à vous poser. Une étude de l'UNEF qui sort chaque année, l'UNEF, en parlant du coût de la vie étudiante. Chaque rentrée publie leur étude et ils nous disent que cette année encore, le coût de la vie étudiante augmente pour les étudiants français, plus 1,66% sur un an, plus 35% depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Et vous proposez aussi de promouvoir l'ARS aussi pour les jeunes étudiants, c'est bien ça ? Oui, alors sur ce sujet-là, sur ce sujet, on a notamment proposé que pour les enfants qui ont des difficultés scolaires, c'est-à-dire qui ont été obligés de dépasser le cap de 18 ans, on puisse prolonger l'ARS. On évoque aussi le sujet de l'ARS parce que les dépenses de stage sont pas assez bien prises en compte. Donc intégrer ces dépenses de stage. Mais vous savez, quand vous évoquez la situation des étudiants, en fait, c'est la situation de la pauvreté dans notre pays qui a beaucoup progressé. On est à peu près à 14 millions de personnes pauvres en France, 1 million de travailleurs pauvres, 350 000 SDF, 3-4 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. On voit bien qu'on a une situation extrêmement difficile et qu'il faut maintenir ces dispositifs. L'allocation rentrée scolaire est un véritable levier pour les familles et je crois qu'il est grand temps de pouvoir faire son analyse, de la maintenir, de la sanctuariser, voire de l'améliorer. Merci beaucoup Bruno Morel. Je rappelle, vous êtes président d'Emmaüs France. J'aimerais vous réinviter pour justement qu'on puisse parler de la situation de la pauvreté et puis de la situation du mal logement en France, qui est une vraie question et pour laquelle vous travaillez beaucoup. J'avais déjà reçu Serge Contat d'ailleurs sur cette antenne de chez Emmaüs Habitat. Merci infiniment pour ces éclaircissements sur cette allocation rentrée scolaire sur des propositions que vous formulez, parmi lesquelles la majoration pour notamment les foyers monoparentaux. Merci. Et puis Albin Texera, on se dit à demain. Mais toujours présent. Oui. Toujours en forme ? Toujours présent, toujours souriant, comme d'habitude. Mais vous êtes souriant. Vous ne devez pas être à Deauville, vous, aujourd'hui, avec les enfants. Peut-être que je vais partir juste après. Ouais. Attention. Midi, je suis là-bas, allez, 15h à Deauville. Très Parfait bien. pour la journée. Écoutez, vous nous direz comment c'était. Dans un instant, sur Sud Radio. Le troisième vol de données auprès de la Direction Générale des Finances Publiques à Bercy, c'est un petit peu la rupture de confiance. Sommes-nous à l'aube d'un scandale d'État ? Et on en parle avec nos débatteurs et avec vous au 0800 26 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé dans le Grand Matin Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Et de retour sur l'antenne de Sud Radio pour le 10h-13h, les débats de l'été qui continuent avec vous au 0826 300 300. Cette question que l'on se pose, mais qu'on vous pose aussi. Sommes-nous à l'aube d'un scandale d'État ? La confiance est rompue visiblement à Bercy avec ce troisième vol de données. On va en débattre dans un instant avec les invités autour de la table. Je commence par ma gauche, puisque c'est quelqu'un de gauche. Secrétaire national des jeunes socialistes, également adjoint à la mairie de Cergy. Bonjour Louis Laridon. Bonjour. Merci d'être ici autour de cette table. Plaisir. Elle n'a pas trouvé le chemin de la sortie hier. Du coup, elle est encore là. Sarah Georgette, bonjour. Bonjour, merci. Avocate au barreau de Paris, spécialisée en cybercriminologie et enquête interne. C'est bien cela ? Affirmatif. Et puis vous le connaissez bien. Moi aussi. Trop. Mais ça fait du bien. Bruno Pomar. Hein, Bruno Pomar qui a des fans qui nous appellent au 0826 300 300. Rappelez-vous de Cécile la semaine passée. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, on l'embrasse d'ailleurs si elle nous écoute. Si c'est mon ancienne fonction de policier qui fait peur aux gens, du coup ils appellent. Vous êtes un ancien du RAID. Oui. C'est-à-dire que vous êtes moins efficace qu'avant. Ah oui, à la retraite, c'est ça le problème. Troisième vol de données, justement vous allez garder la parole Bruno, à Bercy.
qu'on est sur une rupture de confiance? Est-ce qu'on est à l'aube d'un scandale d'État? Là, ça fait quand même beaucoup. Ben on est totalement à la ramasse. Effectivement, ces problèmes de services informatiques sont caduques totalement. On le voit, encore une fois, parce que les hackers maintenant sont des gens de très haut niveau qui sont capables. On l'a vu, mais on l'a vu auparavant. Je le disais il y a peu de temps encore sur votre antenne au Pentagone. On a réussi à rentrer dans les données Pentagone. Donc, les hackers sont capables de tout. Quoi qu'il en soit, en ce qui nous concerne, le fisc, l'éducation nationale, tout ça est quand même, on s'interroge sérieusement. Massif de données, l'éducation nationale. Oui, et pourtant, on a l'OFAC, l'Office anti-cyber, qui fait quand même un travail formidable. Le problème, c'est qu'on est totalement, je pense, dépassé par ces hackers qui sont capables de choses, je dis pas merveilleuses, ils sont capables de choses extraordinaires, quelque part. Alors, est-ce qu'on les met en prison? Parce qu'ils risquent très, très gravement des années de prison, de 5 à 10 ans et des centaines de milliers d'euros de dédommagement, ou est-ce qu'on les embauche comme on a fait aux États-Unis dans certains services spécialisés? Pourquoi pas? Parce que je crois des hackers justement pour qu'ils nous sécurisent nos systèmes. Ah ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Visiblement, ils sont meilleurs que ceux qui nous installent les services. Un peu comme dans ce film Catch Me If You Can. Arrête-moi si tu peux. Ouais, non mais c'est une vraie question qu'il faut se poser. Je crois que même les services informatiques sont caduques, totalement caduques. Ce n'est pas normal. Pourquoi ce n'est pas normal? C'est que au-delà de piquer les informations, le problème c'est qu'on peut remonter loin. Sur tout ce qui est ce qu'on dispose en termes financiers. Je rappelle qu'on a eu des homejacking, des carjacking maintenant, et qu'on a des gens qui se font saucissonner avec la crypto-monnaie parce qu'on a vu que ces gens-là gagnaient de l'argent. Donc tout ça peut avoir des dégâts collatéraux qui sont considérables. Sarah Georgette, qu'est-ce qu'on risque quand on hack un système comme ça? Parce que Bruno disait 5 à 10 ans, mais ça c'est pour principalement les délits. Là on est quand même sur de la criminalité, non? Effectivement, oui. C'est peut-être plus lourd. On risque beaucoup, encore faudrait-il être attrapé et être condamné pour des préjudices individuels qui seraient identifiés. Le problème, c'est que ça va être une chaîne de criminalité qui va se mettre en place. C'est ça, c'est que le hacker en lui-même, c'est pas le hacker qui va venir vous cambrioler. C'est pas le hacker qui va usurper votre identité pour contracter un prêt à la consommation. C'est ça le sujet. Du coup, qu'est-ce qu'il risque, le hacker? Alors, pour l'instant, il risque très gros. S'il se fait attraper. Vous n'avez pas plus la réponse que Bruno. Non, mais parce qu'on a une qualification pénale qu'il va falloir, qu'il va falloir déterminer. Donc oui, c'est le code pénal, effectivement, 5 à 10 ans, oui. 5 à 10 ans et en bande organisée, etc. Donc c'est pas rien. Vraisemblablement, ils auraient fait ça à deux. J'ai un peu traîné hier sur les forums de hackers. Ils auraient fait ça à deux. Le fameux 0 bit, qui serait à l'origine de ça, en tout cas, qui l'a revendiqué. Il défie en même temps l'État. Un formidable pied de nez. Et alors, si on découvre que c'est un mineur, la honte. Ah ouais. Louis Larédon, vous avez l'air particulièrement jeune. Vous êtes peut-être mineur d'ailleurs. Plus depuis quelques années. Non, mais en fait, la question que ça interroge, c'est aussi quels moyens l'État met pour se protéger, lui-même de la cybercriminalité, mais il faut aussi se le rappeler. En 2024, c'est 100 milliards d'euros qui ont été perdus par les entreprises françaises suite aux attaques cybercriminelles. Là, on le voit parce que c'est un scandale de données, c'est des données publiques, c'est des données de la DGFIP, donc c'est celles qui concernent les citoyens. La Direction Générale des Finances Publiques, DGFIP. Chaque année, il y a des données de personnel, de citoyens français, d'habitants du pays qui sont volés, dérobés, qui après profitent à une chaîne de criminalité. Donc nous, ce qu'on pense, nous les socialistes, c'est qu'il faut fonder un véritable service public de la cybercriminalité en refondant autour de l'ANSSI un moyen avec des équipes qui soient formées, l'Agence nationale des systèmes d'information, des systèmes d'information de l'État, et qui permettent à la fois de faire de la prévention auprès de la population, donc dans les lycées, dès le plus jeune âge, il faut se prévenir. On n'apprend pas, on ne naît pas en sachant combattre les usurpations d'identité, en sachant combattre la cybercriminalité. Donc il faut apprendre, il faut former les services, les collectivités, les associations, les entreprises. Il faut se doter des moyens de répondre à une criminalité qui va continuer d'augmenter dans les années à venir. C'est pas nouveau la cybercriminalité, par contre on voit bien qu'en France on ne met pas le niveau nécessaire pour protéger la souveraineté de nos données. Et puis il faut aussi parfois, je pense, refonder la manière dont on héberge nos propres données, dont on gère nos systèmes d'information. C'est pas normal, si j'ai bien compris, parce que moi-même étant un peu du métier, j'ai regardé comment les choses sont passées. Si ce que j'ai bien lu est vrai, c'est quand même pas tout à fait normal la manière dont ont été traitées les données. On peut pas créer, il faut avoir des systèmes sécurisés, rigoureux, qui permettent de garantir le plus possible. On n'est jamais 100% étanche, mais l'étanchéité des systèmes. On peut se poser la question, excusez-moi, on peut se poser la question de l'ingérence.
Ah ouais, bien sûr. Tout est possible dans ce monde, hein. Et on sait avec tout ce qui se passe avec la guerre en Iran, les relations qu'on a avec les pays étrangers, la Chine, l'Iran entre autres, qui sont des grands spécialistes du domaine aussi. Est-ce qu'on peut se poser la question? On va pas faire peur aux Français, mais on peut se poser la question. Par contre, ça pose aussi une solution, c'est la coopération notamment européenne. Il faut, on parle de solutions françaises parce que là c'est les données publiques des citoyens français, mais à l'échelle européenne, on a aussi les moyens de construire une politique de cybersécurité avec de la souveraineté, des acteurs économiques, industriels et publics qui se mettent d'accord sur un certain nombre de conventions, de cadres, d'outils, de logiciels et de métiers qui protègent les données des citoyens français et des citoyens européens. Aujourd'hui, c'est par cette coopération qu'on arrivera à éviter que des incidents massifs à l'avenir arrivent. En préparant l'émission, je lisais notamment qu'en Estonie, ça se passait quand même beaucoup mieux, notamment parce qu'ils avaient installé un centre d'opération sur la protection des données de l'OTAN en 2008. Sarah Georgette. Oui, effectivement, l'Estonie a fait ce choix-là de sécuriser ses données, d'héberger ses données. Elle a peut-être aussi eu un avantage par rapport à nos vieilles sociétés, c'est qu'elle s'est mise à l'informatique plus tard. Et donc, elle a eu des outils qui permettaient d'éviter l'empilement de technologies que nous, en fait, en France, on subit avec des Vous voulez dire parce que ce pays est plus jeune, finalement. Plus jeune, et donc, en fait, les bases de données, elles étaient déjà uniformisées, là où les nôtres ne le sont pas. Donc, les bases de données souvent ne se répondent pas. C'est un peu, si vous voulez, deux tuyaux et avec deux embouts différents. On fait face à des réelles problématiques techniques informatiques. Je ne veux pas complètement taper sur l'OFAC ou la DGFiP, mais probablement qu'ils savent le problème, ils savent les vulnérabilités, ils savent ce qu'il faut faire, mais la migration de systèmes d'information, quand on a des données comme celle-là, elle coûte excessivement cher. Et effectivement, peut-être que nous n'avons pas suffisamment fléché les dépenses publiques vers la sécurisation des données, mais c'est une vraie question. Mais l'Estonie, elle, a eu moins de problèmes techniques que nous. Est-ce qu'on est à l'aube d'un scandale d'État ? Est-ce qu'on n'est pas là sur le point de découvrir que finalement ce n'est que l'arbre qui cachait une forêt tout entière, Louis Laridon ? Moi, je pense que aujourd'hui, même si la confiance est abîmée entre les citoyens et l'État, je crois pas que l'État soit par nature malveillant et cache des fuites de données massives. Alors, je pense que l'État a pris un certain nombre de lois pour indiquer. Plus d'un mois avant de révéler cette fuite de données. En même temps, je pense qu'il faut. Oui, on peut comprendre qu'ils étaient un peu stressés quand même. Il faut qualifier. Il y a du stress, mais je pense qu'il faut qualifier, il faut regarder, il faut évaluer. En même temps qu'on est dans des systèmes, faut vérifier la vérité de la fuite. Je pense qu'il y a aussi quand vous avez un vol. Vous avez un vol, vous pouvez le déclarer. Pourquoi vous êtes obligé de le faire. Ils étaient légalement obligés de le faire par la RGPD. Oui, mais pourquoi avoir attendu autant ? Ça c'est à la DGFiP. C'est là aussi où la rupture de confiance elle est du côté des citoyens. Mais moi je partage, mais c'est en l'espèce au service de l'État qu'il faut le demander. Moi je pense que si on a pris des lois sur la transparence, je le demande aux jeunes socialistes que vous êtes. Le jeune socialiste que vous êtes, vous dit oui, effectivement, je pense que c'est pas bien. Il faut communiquer le plus tôt possible Il faut communiquer le plus tôt possible les fuites de données. C'est à ça que sert la RGPD. Je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, ça permet aux citoyens aussi librement de consulter quand leurs données ont fuité. En général, ils s'en rendent compte assez vite parce qu'ils sont régulièrement attaqués de spam. Mais c'est une bonne manière de pouvoir se protéger aussi. Ce qui est surprenant dans tout ça, c'est que quand on voit l'administration de notre société, moi j'ai été élu maire d'un petit village de 125 habitants. Et quand on voit l'empilement des règles administratives à tous les niveaux, de la préfecture en partant du régalien jusqu'à la préfecture au plus bas, et qu'on voit ça, c'est vrai qu'on se pose des questions. On se dit, waouh, où va notre administration centrale, où va l'État quelque part ? Parce que c'est vrai qu'on est, à un moment donné, on se dit, pour faire des papiers en tant que maire, des autorisations, tout ce que vous voulez, on vous demande 50 000 trucs, on contrôle tout. Et là, on arrive à un domaine où on est capable de rentrer dans des données hyper confidentielles, le fisc. Et on se dit, sans remplir de formulaires. Et sans double temps pour moi. Dans un instant, on va revenir sur cette question. On a Ludovic au 0826 300 300 qu'on va prendre. Mais surtout, moi la question que je vais vous poser juste après, c'est est-ce qu'on peut se faire rembourser si jamais on a eu une fraude liée à ce vol de données des impôts ? Est-ce que l'État peut nous indemniser là-dessus ? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Anthony Martin Smith. 10h45 et toujours avec les débatteurs autour de la table. Sarah Georgette, avocate au barreau de Paris, spécialisée en cybercriminalité et enquête interne. Bruno Pomar, ancien membre du RAID, que vous connaissez bien sur Sud Radio. Et puis Louis Laridon, jeune socialiste et adjoint au maire à Cergy. On parle de ce troisième vol de données
avec cette rupture de confiance des Français envers la Direction générale des finances publiques, c'est le feu là aussi à Bercy, mais au sens figuré du terme. Est-ce que nous sommes à l'aube d'un scandale d'État ? La question que je voulais vous poser tout à l'heure, c'est finalement si on a une fraude liée aux données qui ont été volées, est-ce qu'on peut se faire indemniser par l'État, Sarah-Georgette ? Alors, c'est pas la fraude en tant que telle qui va vous ouvrir droit à indemnisation. C'est si vous avez subi un dommage et que celui-ci est directement lié à l'insuffisance de l'État. Donc, voilà. Donc, vous avez une chaîne. Voilà, exactement. Vous avez quand même une chaîne juridique à respecter, c'est-à-dire quelle est la faille de l'État, et le service est-il identifié, quel est le dommage que vous avez subi et quel est le lien de causalité. En revanche, peut-être on peut dire à l'antenne que vraisemblablement, vu la masse de données qui a fuité, il va y avoir masse d'attaques ou de tentatives d'attaques avec des répétitions, des schémas similaires qui vont probablement ouvrir droit, si les dommages sont matériels véritables, à une action contre l'État, une action indemnitaire contre l'État de plusieurs administrés. Je ne peux pas parler de class actions américaines parce que ce n'est pas ça, mais ça reste une action collective d'indemnité, oui. Allez, on va à Mont-de-Marsan au 0826 300 300 avec Ludovic qui est au téléphone. Bonjour Ludovic. Bonjour Anthony, bonjour à tous vos intervenants. Comment allez-vous ? Oh bah écoute, ça va, il fait beau, il fait bon. Ouais. On est un peu sorti de la canicule, donc on profite un peu des vacances, lecture, promener les chiens. La canicule est partie, les vacances peuvent commencer. C'est ça. Alors dites-nous Ludovic. Écoutez, un scandale d'État, oui, certainement, parce qu'on n'est plus un scandale d'État près. De toute façon, on sait que financièrement, l'État préfère s'occuper d'autres affaires que de protéger, entre guillemets, les Français, que ce soit sur du vol de données ou du vol tout court, comme il y a eu au Louvre. Et puis, bon, le fisc n'est pas la première administration à être attaquée. Moi, ce que je peux juste vous dire, alors déjà, en complément de la personne qui parlait des dommages, il y a aussi les déclarations à la CNIL à faire si les personnes sont concernées. Commission nationale informatique et liberté. C'est ça. Il y a également l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui fait des préconisations pour sécuriser justement tout ce qui est en lien avec de l'informatique ou du numérique, pour protéger justement les données. Mais souvent la question n'est pas de savoir si on va être attaqué aujourd'hui, mais quand on va être attaqué et comment on est capable de repartir. Aujourd'hui, voilà, les données sont volées pour différents buts, pour être revendues, pour être exploitées. Il y a souvent un but financier derrière. Ouais, mais toujours. Il faut quand même être en capacité de réagir. Vous le disiez d'ailleurs, des recommandations de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, Ludovic. J'ai l'impression qu'il y a systématiquement des rapports qui sont remis et qui ne sont pas traités, Louis Laridon. C'est le cas un peu dans tous les ministères. En effet, ce qu'on peut juger et constater, c'est pour moi, pour le coup, l'insuffisance de l'État à mettre les moyens pour protéger ses propres données. En fait, c'est un problème très français. On met beaucoup d'argent pour construire, développer des systèmes, mais on met pas l'argent pour les entretenir et pour les soutenir. Beaucoup d'argent pour faire des rapports. Et après, on évalue les risques, on sait qu'ils existent, et ça a été le cas sur les systèmes d'information. Sûrement que la DGFiP était parfaitement consciente des différentes problématiques, mais elle n'avait pas les moyens financiers de sécuriser les données. Ou elle voulait pas se donner. Ou elle ne voulait pas se les donner. C'est ce que c'est l'État de choisir. Donc moi, je pense que c'est ce qu'on dit. Il faut réinvestir dans le service public, c'est aussi réinvestir dans la protection des données des Français. L'État, c'est le patrimoine commun des Français. Si l'État se fait voler, les Français se font voler. Et donc, quand les données des Français se font voler, c'est les Français qui vont payer le prix. Et donc, mettre les moyens d'un service public, de l'information, d'un service public qui protège la cybersécurité, c'est protéger et c'est limiter les coûts pour demain. Et donc ça, on voit bien qu'après des années de néolibéralisme d'Emmanuel Macron, que les moyens ne sont pas donnés à l'État de protéger les Français. Rendez-vous compte quand même là où on en est sur la rupture du contrat de confiance, pour faire un clin d'œil à une célèbre marque. On est quand même sur une agence d'État, enfin la Direction générale des finances publiques, qui a les moyens de prélever directement sur votre compte bancaire. Exactement. Donc où est-ce que va aller cette notion de piratage ? Si à un moment vous vous retrouvez avec un pirate qui est capable d'aller prélever directement sur vos comptes, c'est flippant, Bruno Pomar.
Oui, de toute manière, déjà les données ont dû partir, étaient déjà revendues largement, ça, il n'y a pas de souci. Non, c'est un véritable défi, oui, qu'on lancé les hackers là. Mais moi, je voulais pas, incriminer les agents de l'État, des GFIP. C'est pas l'objectif. Je pense qu'ils font leur job, les gars. Hein. Évidemment. Ils sont sûrement alertés et notre avocate le disait tout à l'heure. On va savoir parce qu'il va y avoir une enquête parlementaire sur un truc comme ça c'est certain. On adore ça en plus, donc c'est parfait. Mais on va se rendre compte qu'effectivement, des agents, des chefs de service ont mis en alerte la maison, comme on dit. Et ce matin, je regardais une chaîne, je sais plus laquelle c'était, où vous avez un ancien patron, justement, des services informatiques, qui le disait lui-même. Il dit, oh non, c'est pas surprenant, c'est normal que ça arrive. Bon, super. Le gars, il était juste patron de ces services-là. Donc ça veut dire que c'était vu, entendu, et que, on attendait le clash. Le clash est arrivé. Ouais. Ludovic? Oui. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Tout à fait. Bon, été un peu de la partie, de toute façon, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je suis informaticien. D'accord. Dans la fonction publique territoriale. Oui, vous êtes bien placé pour savoir alors. Vous êtes pas hacker par hasard? Vous sécurisez les bases de données. Oui, ça m'est arrivé de sécuriser ça, mais bon, on a mis en place tout un système de sécurisation en effet, mais bon, on n'est pas à l'abri. On a déjà eu des vols de données et donc, mais bon, il faut savoir réagir très rapidement. Bien sûr. Bon si vous habitez Mont-de-Marsan et que vous avez un problème de données, vous en prenez à Ludovic. Hein. Merci Ludovic, en tout cas pour le temps que vous nous avez consacré. Je vous embrasse et continuez à nous écouter au 0826 300 300. Vous réagissez. On va parler de cette femme qui a été rouée de coups par son conjoint en pleine rue à Aubervilliers. La semaine dernière, Bruno Pomar, on avait déjà parlé des violences faites aux femmes. Je voulais qu'on revienne dessus aujourd'hui parce que encore un acte de violence contre une femme, et il y en a eu d'autres. Il y a eu notamment aussi cette influenceuse retrouvée morte, probablement un féminicide. Est-ce il faut pas qu'on revoie nos politiques publiques en matière de gestion des violences faites aux femmes? Sarah Georgette. Oui, mon capitaine. Le constat est sans appel. Effectivement, on a un problème en France. C'est un problème systémique parce qu'on a les individus qui commettent des violences contre les femmes et on a un système qui n'est pas forcément à la hauteur de la prévention, de la prise en charge et des réparations. Et ça fait vraiment des décennies que les associations, les hôpitaux, les médecins, les psychiatres vous en parleront. C'est très urgent. C'était une cause nationale pour ce qui concerne les enfants du président. Peut-être que le bilan fera mal au présidentiel quand on lui demandera les résultats. Justement, Louis Laridon, ça doit être une thématique des présidentielles, la protection de nos femmes. Mais absolument, ça doit être une thématique, la question de ces violences. En 2025, c'est 166 féminicides. Et donc c'est 166 de trop. Et c'est aussi des choses qui auraient pu être évitées en mettant en place des structures spécialisées d'écoute, d'accueil, de relogement des personnes qui sont victimes de violences. Et ça, il faut une politique de logement, donc il faut mettre des moyens dans la construction de logements. C'est aussi repenser la manière dont on accueille les victimes, à la fois dans les structures de police nationale et de gendarmerie, pour leur permettre d'aller plus librement, plus facilement parler. C'est aussi faciliter le parcours juridique après les violences, avec la qualification dans le code pénal du féminicide. Et enfin, la meilleure manière d'accompagner tout ça, ce serait de mettre les moyens. Nous, au Parti socialiste, on propose une loi intégrale sur la question des violences sexistes et sexuelles et des féminicides en mettant 2,6 milliards d'euros sur la table pour à la fois accompagner ces structures d'accueil, repenser la manière dont les personnes sont suivies, relogées et accompagnées. Je pense qu'elle est là la priorité. Comment on permet aux femmes qui sont victimes de violences de se sortir de la situation dans laquelle elles sont victimes de violences et ensuite de poursuivre leurs agresseurs. Je me tourne vers notre ancien flic de la table, autour de la table, mais Bruno, je suis désolé, mais j'entends 2,6 milliards dont parle Louis Laridon. On peut pas à chaque fois tout résumer une question d'argent. C'est pas parce qu'on ouvre une enveloppe que d'un seul coup, on va pouvoir juguler le problème. Alors écoutez, moi je voudrais être plus modéré que notre ami, effectivement, parce qu'il y a quand même des choses qui ont avancé, malgré ce qu'on peut dire. C'est pas parfait, vous avez raison, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il faut savoir d'abord qu'il y a la libération de la parole de la femme. Alors tant mieux, hein, depuis hashtag et des enfants.
et de l'enfant. Oui, on peut mettre, malheureusement, on peut mettre les deux ensemble. Oui. Bon, tout ça a fait que. C'est vrai, très souvent, il y a eu dans le cas des féminicides, il y a aussi l'assassinat des enfants. Mais c'est bon. Et pas que l'assassinat, vous avez les violences sexuelles. Bien sûr, qui sont une cause nationale. Et donc, tout ça pour dire quoi? Tout simplement que ce soit le ministère intérieur, vous disiez, il manque des accueils, certes, en police, mais il y a eu des fonctionnaires, formés à l'accueil. On peut pas le nier. Il y a eu 900 correspondants dans les commissariats un peu partout en France. C'est sûrement pas assez, mais il y a eu des avancées. Vous avez des associations qui ont quand même bien bougé là, sur ce sujet-là pour accompagner. Vous avez également les dispositifs qu'on met en place classiques, le 3919. Tiens, on peut le rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est important. Numéro très important. On a le 17, on a le 114 également. Bon, tout ça sont des moyens 39, de pouvoir... 19, c'est si on est victime de violence. Tout à fait, oui, tout à fait. Ça permet on appelle. Voilà, exactement. Bon, donc il y a des réponses. Et le 114 nous permet de faire quoi? Pardon, le 114 SMS, par SMS, vous pouvez envoyer une information qui arrive directement dans les services de police. Voilà, qui permet encore une fois de gérer. C'est toute la complexité parce que quand il reste des patrouilles disponibles pour intervenir. Oui, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Les policiers, alors on va recadrer sur la police puisque je vois qu'on va en parler un petit peu, mais les policiers sont bouffés à toutes les sauces. Excusez-moi le terme. Les violences, vous avez sexistes, les violences sur les enfants, les infractions, les rodéos urbains, le trafic de enfin, tout. On n'a que 162 000 policiers. On pourrait en avoir plus. On a des réservistes même qui viennent en renfort nous aider. On a nos 100 000 gendarmes derrière. On a nos policiers municipaux aussi qui sont là. Qu'est-ce que vous voulez? La société est telle qu'en 2026-2027, bientôt, qu'il y a de plus en plus de violence dans ce pays. C'est dû à la société, c'est dû parfois à des dérives familiales, etc. Tout ce qu'on sait, tout ce que subissent nos policiers. Moi, j'ai plein de copains au PJ et d'amis officiers de police judiciaire, officiers de police judiciaire, qui reçoivent par jour des quantités de sollicitations sur ce sujet-là. Donc, des dépôts de plainte, etc. C'est le tonneau des Danaïdes. On revient dans un instant, Bruno Pomar, Sarah Georgette, et puis Louis... Pardonnez-moi. Louis Laridon. Non, parce qu'on a quelqu'un. Mais on a un Louis aussi dans l'équipe. C'est pour ça que j'ai failli l'appeler avec Louis Randazzo. Rien à voir. À tout de suite sur Sud Radio. On accueillera Nathalie au 0826 300 300. Les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin Smith. Qu'est-ce qu'on est bien ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. D'ailleurs, Bruno, je crois qu'il y a quelqu'un qui vous appelle tout à l'heure, mais on va l'apprendre. C'est vrai? Ouais, vous la connaissez. D'ailleurs, je me méfierais. Mais on en reparle dans un instant. Vous allez voir, je fais un gros teasing. On reparle évidemment de cette question sur laquelle nous débattons à Aubervilliers, cette femme rouée de coups par son conjoint en pleine rue. Est-ce que nous faisons suffisamment pour nos politiques sur les violences faites aux femmes? Est-ce qu'il ne faut pas les revoir? On en reparle dans un instant. Avant cela, on fait une petite parenthèse qui fait du bien, c'est se rappeler de l'histoire. Vous ne pourrez plus dire qu'on ne vous l'avait pas dit. C'est désormais le rendez-vous qu'on vous propose avec Antoine Dizy, où on retrace les discours qui ont une résonance très particulière avec la situation que nous vivons aujourd'hui. Antoine. Exactement, c'est un problème qui ne date pas d'hier. Depuis plus de 50 ans, les gouvernements promettent une justice plus rapide, avec plus de moyens et moins de délais. Pourtant, en 2026, attendre plusieurs mois, parfois plusieurs années pour obtenir une décision de justice reste une réalité. Et le plus frappant, c'est que le discours, lui, n'a presque pas changé. De Georges Pompidou en 1972, en passant par Jacques Chirac jusqu'à Éric Dupond-Moretti, ancien garde des Sceaux, tous ont dénoncé à leurs époques une justice trop lente. Vous me direz, oui, mais la justice est lente. Et c'est vrai, la justice est lente. Les Français ont le sentiment que la justice est trop chère, que la justice n'est pas égale pour tous, que la justice est trop lente. On peut changer la loi, mais il ne faut pas la bafouer. On peut se demander pourquoi la justice est si lente. Il faut une réforme profonde, parce qu'il y a un doute profond, il y a une crise de confiance dans notre justice. On dit qu'elle est trop lente, trop chère. Est-ce que nous constatons que la justice est trop lente? Une décision de justice rendue 3 ans plus tard, et quand elle est illisible, c'est une double injustice pour les Français. J'avais une boussole très très claire, moi. C'était d'améliorer la justice, en ce sens que je la trouvais évidemment trop éloignée des justiciables, trop lente.
Dans cette vidéo publiée par l'INA, plus de 50 ans séparent ces déclarations. Et pourtant, le constat reste le même. La justice française manque encore de temps, de personnel et de moyens. Alors, après des décennies de promesses, une question demeure. Pourquoi est-il toujours aussi long d'obtenir justice en France ? C'est d'ailleurs toutes ces voix là qui ont défilé. On a entendu notamment Rachida Dati, ancienne garde des Sceaux. Merci beaucoup Antoine Dizier. Bruno Pomar. Ça fait peur, la justice est lente. L'incapacité quelque part de nos politiques à régler des problèmes qui paraissent normalement pas simple, mais c'est fou d'entendre depuis le nombre de ministres qui disent toujours la même chose. Alors là, dans les déclarations, ils sont tous bons à gauche comme à droite, sur ces sujets-là, et sur d'autres, ils sont très très bons. Des éléments de langage bien préparés, et puis on déroule et ça va tout seul. La sanction a valeur d'exemple. Je le dis toujours aux jeunes que j'ai moi dans mes séjours de la PJA, etc. C'est-à-dire quand tu fais une connerie, il faut la payer tout de suite. Comme ça, on n'en parle plus. Quand on voit ce qui se passe actuellement, effectivement, on peut s'interroger. On a des jeunes qui sont sur des délits graves, etc., et qui sont sanctionnés 1 an après, 2 ans après. C'est insupportable. Alors, il y a eu des choses de fait, encore une fois. Évidemment, des embauches de greffiers, on dit, de juges. On sait que par rapport à l'Europe, on est à la ramasse aussi en nombre de magistrats. Mais à un moment donné, il faut quand même se donner des moyens. On parlait de moyens financiers tout à l'heure sur l'informatique, enfin sur le contrôle informatique. Mais c'est vrai qu'il y a un travail mémorable à mener. Mais il faut de l'humain, encore une fois. Et si on n'a pas de l'humain derrière, on ne peut pas répondre à la question. Il faut de l'argent. Enfin, c'est un peu le serpent qui l'humain est important, et formé, évidemment. On va faire un point sur les réseaux sociaux avec vous, Alexandre Saint-Etienne. Oui, tout à fait. Le premier débat qui a beaucoup fait réagir concerne le 3e vol de données à Bercy. Avec cette question, sommes-nous à l'aube d'un scandale d'État ? Oui. Alors vous êtes 93% à nous avoir répondu oui. Ah oui, quand même. Avec notamment Fab qui nous ça dit fait peur aux gens, c'est sûr. Ça va finir en haut commissariat à la cybersécurité et une taxe pour financer tout ça. Ah oui. Ou encore Hugo qui nous explique que ce gouvernement et ses corruptions sont un scandale depuis 10 ans. Oui. Bon, alors corruption présumée, disons-le. Pas avéré là. Ouais, non, disons qu'il faut quand même mettre un peu de pondération. L'État va répondre, on va créer, le gars a dit, un haut commissariat. Parce qu'à chaque fois, on crée une structure pour répondre. De Gaulle disait très justement, quand on a un problème, on crée une commission pour mieux enterrer le problème. C'est exactement ce qu'on fait. Ils sont champions du monde parce qu'ils sont tous pareils, ils sont tous sur le même modèle, des énarques, des X, des polytechniciens. Je lisais que Emmanuel Macron avait nommé 5000 personnes depuis 2017. C'est insupportable. 5000 personnes depuis 2017 qu'il aurait nommé. On a d'autres réactions, Alexandre ? Oui, il y a un autre débat qui a beaucoup fait réagir sur celui concernant devons-nous repenser intégralement nos politiques préventives des violences faites aux femmes. Vous êtes pareil, 91% nous avoir répondu oui, avec notamment ce commentaire de Joël qui nous explique que repenser complètement les violences faites aux honnêtes citoyens en général dès qu'ils osent protester sur leurs conditions de vice est d'abord essentiel. Et de plus, nous avons également Marie qui nous explique qu'il faut commencer par faire appliquer les peines de prison et traiter les plaintes. Mais pour cela, il faut déjà des prisons et une vraie justice. Cela évitera les multirécidivistes. Bon, merci beaucoup Alexandre Saint-Etienne. Vous continuez à réagir sur Facebook, X, sur la page YouTube, le live de Sud Radio. En commentaire, on a Alexandre Saint-Etienne qui vous lit et qui fait régulièrement un point avec nous. On va aller au 0826 300 300. On a Nathalie et on a... Bruno. Oui. Cécile est de retour. Cécile est de retour. Cécile, vous êtes là ? Oui, je suis là. Nathalie, vous êtes là aussi ? Bonjour. Bonjour. À toutes. Nathalie, vous êtes là ? Pardon ? Je demande si on a Nathalie qui est là aussi. Oui, c'est moi. Ah, Nathalie, bonjour. c'est moi. Bonjour Nathalie. Et bonjour Cécile. Comment allez-vous, mesdames ? Écoutez, très bien. Aujourd'hui est une journée off, donc ça va. Ah ouais. Bon, Bruno Pomar aussi, journée off pour lui. Alors, Nathalie, allez-y, on vous écoute. Ça vous fait réagir ce débat ? Oui, parce que je suis concernée à plus d'un titre. Bon, je suis pas une femme battue, Dieu merci, mais je suis une femme. J'ai eu 3 filles, j'ai 2 petites filles. Je gère un très gros service où 90% des femmes sont des femmes. Et je suis dans le social, dans l'hypersocial. Et justement, on s'occupe notamment de femmes victimes de violences conjugales. Ouais. Puisque c'est le sujet. Et bien sûr, il n'y a pas que les femmes qui se font taper. D'ailleurs, j'ai eu un homme dernièrement qui s'est fait taper et qu'on a mis à l'abri. Mais c'est quand même très rare. 15%. Pourquoi ? Parce que... 15%, dit Bruno Pomar. Oui, enfin, moi, c'était moins encore, mais bon, ça arrive. Ceci dit, pourquoi ces violences c'est sûr qu'il y a toujours eu des violences les uns envers les autres. Les hommes sont assez... quand il n'y a plus de mots, quand on n'arrive plus à mettre des mots MOTS sur des situations, et qu'on se sent en situation forte et dominante, vu que l'homme est plus fort que la femme, pour la faire taire ou n'importe quoi, on se défoule sur la personne la plus fragile, la femme.
Et les enfants. Donc, et les enfants. Bon, en l'occurrence, nous, c'est souvent, ce que je constate à mon niveau, c'est souvent les femmes. Mais on met souvent à l'abri, effectivement, les femmes et leurs enfants. Les enfants, oui. Voilà. Alors, pourquoi D'abord, notre société est devenue hyper violente, c'est de notre faute, on a laissé faire. Deuxièmement, le problème, il n'est pas seulement politique. J'ai tendance à dire, c'est un peu comme dans le droit des assurances. Quand vous avez un sinistre, l'assureur vous dit, je vous rembourse que si vous éradiquez la cause. Or, nous, en France, on fait pareil avec cette problématique. On traite les conséquences, on ne traite pas la cause. À l'origine, pourquoi on laisse les hommes taper les femmes? C'est parce que les hommes et les êtres humains en général ne sont plus éduqués, ne sont plus civilisés et n'ont pas, dès l'enfance, eu une éducation qui leur permette de faire comprendre que on est des égaux, on est des gens, on est là pour se compléter, l'homme et la femme, même si physiquement on n'a pas la même force en général. L'homme doit protéger, au contraire, la femme. Et tout ça, on l'apprenait autrefois, messieurs. À l'école, on avait l'éducation civique. À la télévision, et les peu de médias qu'on avait, c'était quand même des jolies choses. Hein. On regardait, quand on était enfant, Bambi. C'était quand même, bon, même s'il y a un peu de violence dans Bambi, mais on regardait des dessins animés sympas. Non, mais aujourd'hui, c'est des mangas. Si vous allumez la télé, vous ne voyez que de la violence. Mais Nathalie, je veux réagir quand même à ce que vous venez de dire. Vous dites, on n'éduque plus. Mais est-ce qu'on a seulement éduqué un jour? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit un sujet nouveau, cette question de la violence faite aux femmes. Alors, c'est sûr qu'avant on communiquait moins dessus. Il y a toujours eu, même au Moyen-Âge, si on remonte l'être humain, les femmes, les êtres les plus faibles ont toujours été rabaissés ou tapés. Le sexisme existe encore, mais moins. Aujourd'hui, on a tendance à considérer heureusement que la femme est égale de l'homme. Je veux dire, c'est la même chose, même si on est moins fort physiquement. Ceci dit, moi, ma mère, je vais revenir à un truc plus simple. Ma mère m'a toujours dit, ma mère qui est née juste pendant la dernière guerre, m'a dit, ma fille, il faut que dans la vie, tu puisses avoir un salaire et être indépendante. Sous-entendu, il faut un rapport de force, un rapport d'égalité envers l'homme. C'est-à-dire, faut pas que tu restes à la maison à faire la popote et à t'occuper des gosses, parce que sinon tu es sous l'emprise et le contrôle d'un autre être. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que j'ai inculqué à mes filles. Et j'ai aussi dit à mon mari, si tu lèves la main sur moi, tu la lèveras qu'une fois. Et il le sait. Et en plus, j'ai la chance, on va dire, comme pas mal de femmes heureusement qui travaillent aujourd'hui, d'être indépendante financièrement. C'est-à-dire que si ça ne va plus, je serai indépendante et je ferai en sorte que je ne sois plus touchée. Mais malheureusement, excusez-moi messieurs, il y a beaucoup d'hommes autour de votre table. Oui, mais on a une femme qui en vaut 3 hommes. Voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà, excusez-moi, c'est pas une question d'argent, puis l'argent il n'y en a plus. Hein. Les politiques qui sont autour de la table le savent. Mais c'est une question de prise de conscience et de vouloir inculquer à nos petites têtes que l'être humain, ça ne se touche pas. Un autre être humain est là pour dialoguer. On a de la communication, on n'est pas des animaux. Et même les animaux sont meilleurs que nous, messieurs, parce que je connais bien les animaux aussi. C'est très rare qu'un animal mâle agresse ou tue une femelle. Voilà, ils vont s'agresser entre mâles. C'est la testostérone. Pardon, messieurs, encore, mais c'est juste de la science. Mais vous avez raison, c'est Nathalie. notre fête aujourd'hui. C'est un fait. Vous décrivez pas quelque chose d'anormal, vous décrivez quelque chose qui est une réalité, en l'occurrence. Nathalie, vous voulez rester avec nous ? Si vous voulez. Allez, super, merci. Comme ça, vous rajoutez une femme de plus autour de cette table. Cécile, vous restez avec nous, vous inquiétez pas. Bruno est toujours là, il ne bougera pas. On revient dans un instant et on aura Marianne aussi qui nous appelle au 0826 300 300. Toujours sur cette question que l'on se pose. Est-ce qu'on doit changer nos politiques en matière de violence faite aux femmes? À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. 11h17 sur Sud Radio, toujours avec nos débatteurs autour de la table, Bruno Pomar, Sarah Georgette et puis Louis Laridon. Sur cette question qu'on vous pose au 0826 300 300 sur les réseaux sociaux également, sur faut-il revoir nos politiques en matière de violence faite aux femmes, avec ce cas, encore un autre cas, mais qui donne le sentiment, si vous voulez, que on est de plus en plus dans une violence décomplexée. Cette femme à Aubervilliers, rouée de coups, en pleine rue, mesdames et messieurs, par son conjoint. Et retrouvée par son petit garçon. C'est quand même fou.
ça donne le sentiment que il n'y a plus d'inhibition en matière de violence faite aux femmes. Moi, ça me touche très personnellement. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on en parle ce matin avec vous et avec vous au 0826 300 300. On a toujours Nathalie qui est avec nous, mais on va accueillir Marianne et après on parlera avec Cécile. Cécile qui était avec nous déjà la semaine dernière, qui adore Bruno Pomar. J'adore. Et Bruno, je crois que c'est réciproque. Bah oui. Mais il faudra organiser une rencontre quand même entre vous. Bonjour Marianne. Et bonjour à vous tous, et je vous remercie de me donner la parole parce que moi aussi, ça me fait bondir. Alors, je me permets une remarque. J'ai subi la justice déjà. Alors, dans un cadre de divorce, certes, mais c'est d'une violence inouïe. Parce que justement, qu'on aille me raconter qu'il y a toujours une question de moyens. Moi, j'ai eu des juges qui m'ont refusé pendant presque 7 ans de divorce. Et ça a été un amusement. Mais tout ça, c'est très lucratif pour les personnes les différents acteurs avocats et autres. C'est très lucratif pour eux. Et je m'excuse, mais c'est honteux alors qu'il y a une loi qui existe qui dit qu'au bout de 2 ans de séparation de corps, on doit acter déjà le divorce. Je ne parle pas de la séparation de ce qui concerne les biens, mais au moins couple divorcé. Moi, ça m'a mis presque 7 ans. C'est une honte, avec même 2 procédures de divorce pour le même individu. Donc, qu'on ne me parle pas de manque de moyens humains, que ces petits juges-là, et d'ailleurs des femmes dedans, attention, que les femmes déjà appliquent. Et donc, je fais un lien, parce que ça, c'est déjà quelque chose dont je ne me remets pas, cette situation. Ce que j'ai vécu, je ne m'en remets pas. Mais je fais un lien, parce qu'en plus, je suis enseignante. Donc, je vois comment on ne peut plus intervenir auprès des gosses qui effectivement sont des violents, et les violents parce qu'ils voient à la maison, parce que nous on ne peut plus rien faire. Il y a encore pas si longtemps, et je crois pas que ce soit vraiment encore bien appliqué partout, un harceleur, c'était les gosses harcelés qui étaient déplacés, les violences que les enseignants subissent. Qu'est-ce qu'il y a ? On n'est pas soutenu. C'est une réalité quotidienne. Une réalité quotidienne. Mais ça ne devrait pas être acceptable. Et là, on ne parle pas de moyens. On a des chefs, en veux-tu, en voilà. Donc, faut arrêter le délire, quoi. Au lieu de s'occuper des petits programmes, des petits machins, des trucs, qu'on puisse déjà avoir une vie de bon sens. Mais Marianne, vous avez un rôle essentiel. Moi, je me rappelle d'un enseignant qui m'avait fait beaucoup réfléchir, qui me fait toujours autant réfléchir aujourd'hui, qui m'avait dit, la violence commence là où les mots s'arrêtent. Oui. Et c'est véridique, c'est-à-dire que quand vous n'avez plus de communication, que vous n'êtes plus capable, et on l'a tous vécu, ce truc de la dispute, où à un moment on n'arrive plus à trouver ses mots parce qu'on est tellement pris par son émotion que on a une espèce de vague qui nous envahit et où c'est presque le corps qui viendrait à s'exprimer. Sarah Georgette, et je dis pas ça pour excuser quelques comportements de violence que ce soit. Sarah Georgette, vous êtes avocate. Vous entendez quand Marianne dit que finalement ces procédures à rallonge profitent la lucrativité des professions comme la vôtre? Non, ça je l'entends pas. Et là, hélas, je suis bien désolée pour cette dame. Effectivement, c'est un vécu individuel et je ne connais pas le dossier, mais non, les avocats ne s'enrichissent pas par l'allongement des procédures pour la simple et bonne raison que l'allongement des procédures pénalise aussi le dossier, puisque nous n'avons pas de décision avant des années. Nous ne pouvons pas faire exécuter la décision avant des années et ça n'est pas une bonne administration de la justice. Donc non, les avocats ne gagnent pas d'argent parce que les procès s'éternisent. En revanche, pour rebondir sur le sujet, effectivement, ce n'est peut-être pas qu'une question d'argent. Là, nous ne parlons pas de l'engorgement des tribunaux. Je parle des violences faites aux femmes et aux enfants. Il y a un sursaut civil dont Madame parlait. Elle parle de bon sens. Effectivement, quand on n'a plus d'argent, il nous reste les mots MOTS et toute l'action préventive à faire auprès des jeunes femmes, de nos jeunes enfants, pour pallier à ce manque que j'espère provisoire de parquets dédiés est effectivement très important. Il y a d'autres pays qui l'ont fait, qui ont réussi, qui ont fait le pari de la prévention. Donc ça existe, c'est possible, mais il faut en parler, il faut donner les moyens aux femmes et aux enfants de ne pas surtout de ne pas rester dans des situations toxiques. On a oublié le volet choix individuel, prévenir les femmes, rester indépendantes. Moi, quand j'entends Marianne, j'entends plutôt qu'il lui reste des mots MAUX, vous voyez. Oui. Louis Laridon, et après on accueille Cécile.
Moi, ce que ce débat me fait réagir, c'est vrai, c'est une question plus profonde, une question de société. On sait qu'on traverse aujourd'hui une grande crise économique et que c'est au cœur de ces crises économiques que souvent les plus grands des conservatismes, et avec parfois les pires des côtés du conservatisme, c'est-à-dire la montée du masculinisme, une remontée du patriarcat, du machisme et des violences, s'opère. Et donc on a aujourd'hui une société qui est fatiguée, qui est malade, qui redevient et qui continue sa violence. Et donc il faut retrouver le chemin de l'éducation, donner des moyens dès l'enfance pour apprendre l'égalité, déconstruire les schémas patriarcaux de domination et de violence. Et c'est effectivement par ça qu'on arrivera à éradiquer définitivement les violences faites aux femmes, faites aux enfants. Déjà quand notre société aussi comprendra qu'elle doit prendre soin de ses enfants, aussi. Il y a eu quelques lois qui sont passées à l'Assemblée nationale, notamment sur l'aide sociale à l'enfance et les enfants placés qui étaient dans un état, on se rend compte que l'État était un parent négligent. Et c'est une députée socialiste la qui a porté question, cette loi. évidemment, de l'éducation à la non-violence, ça démarre à l'enfance. Cécile? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Mme Pomar. Bonjour. Ça y est, c'est parti. Voilà. Alors, non, je salue juste Marianne qui a dû nous laisser. Marianne, je vous embrasse très fort si vous nous écoutez. Merci infiniment pour votre témoignage et beaucoup de courage pour ce que vous avez à traverser. Et rappelez-nous quand vous voulez. Cécile, dites-nous tout. La semaine dernière, vous nous aviez appelé parce qu'on avait traité cette question, mais sur l'Irlande qui a mis en place cette loi, la Janie's Law, qui vise à rendre public les antécédents judiciaires lorsqu'il y a eu une condamnation d'un auteur de violence conjointement entre le juge et la victime. Alors, je voudrais réagir sur les... Alors, au début, j'ai trouvé le témoignage de Nathalie rafraîchissant dans le sens où... Elle est toujours là, je crois, Nathalie. Ah. Et donc, j'étais tout à fait d'accord avec ce qu'elle disait, l'éducation de nos jeunes hommes, jeunes hommes et enfants, on va dire, indépendamment du sexe. Et sur le rôle que l'on a, nous, les mères, enfin les parents, mais plutôt les mères, je pense, à sensibiliser. Vous êtes maman vous-même, Cécile? Oui, je suis maman et même grand-mère. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Sinon, on ne fait pas les choses à moitié. Très bien, très bien. Des deux notez, Bruno, petits enfants. Alors, je vais rentrer dans la tranche des ménagères de plus de 50 ans. Il l'a dépassé aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais après, alors, j'étais tout à fait d'accord avec ce que disait Nathalie. Je trouvais effectivement que notre place est éducative. On doit éduquer nos enfants, quel que soit leur sexe. Après, je précise aussi que moi, je regardais pas Bambi, mais plutôt Goldorak. Donc, c'est pas parce que j'ai regardé le manga que ça m'a fait pour autant. Mais s'il y avait la place, en fait, de la famille, alors peut-être aussi parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents aimants, une famille aimante autour de moi, et à mon tour, d'aimer les enfants et de les éduquer, de mettre un tuteur. Voilà, pour que ça grandisse correctement. Donc ça, c'est vrai que j'étais assez d'accord avec ce que disait Nathalie. La deuxième interlocutrice aussi, j'écoutais son... Alors, je suis désolée... Elle est toujours là, Nathalie? Et Sarah Jean-Jacques, oui. Et en fait, ce que je voulais simplement vous dire, maître, c'est que quand vous nous dites que oui, c'est un cas isolé, les divorces qui durent aussi longtemps... Ah non, j'ai pas dit ça. Mais vous avez dit un cas individuel. Oui, j'ai dit son cas est individuel et que je ne connais pas la raison pour laquelle elle a mis 7 ans à être divorcée. Voilà. Vous savez, alors mon cas aussi doit être individuel. Comme le cas de beaucoup de femmes, parce que vous savez, quand on dit on va se séparer du père de ses enfants, c'est un acte fort. D'abord, c'est un acte courageux. Je voudrais simplement dire à toutes ces femmes qui un jour décident de se choisir envers et contre la société aussi, parce que la société a un poids. Être une femme divorcée, ça veut dire qu'on n'a pas, si on n'est pas financièrement indépendante, c'est compliqué. C'est le sujet. Parce que quand vous avez affaire à des avocats, maître, vous le savez très bien, vous avez les notes d'honoraires. Oui, et c'est normal. Oui. Ah non, mais j'entends. Moi, je trouve que tout travail mérite salaire. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si vous voulez, quand vous êtes une femme qui vient de se séparer, qui est restée pendant X années avec son conjoint, qui se retrouve dans une situation où elle doit faire face à des enfants en bas âge, trouver un appart, c'était pas mon cas, trouver un appartement, essayer de se sortir essayer de sortir ses enfants de l'enfer qu'ils sont en train de vivre. Quand vous arrivez, que vous allez, que vous contactez un avocat, que vous n'avez pas forcément l'aide juridictionnelle, ça vous coûte un bras. Ça, Merci. c'est vrai.
Merci Cécile, je suis vraiment désolé, on est pris un peu par le temps malheureusement. Je veux vous remercier infiniment pour votre appel. Continuez à nous écouter. Bruno vous embrasse, je crois. Nathalie, merci infiniment aussi d'être resté avec nous. Je suis désolé, je peux pas vous laisser répondre malheureusement. Je suis vraiment désolé. Je vous embrasse très fort toutes les deux. Merci beaucoup de vos témoignages qui sont très précieux. 0826 300 300 sur Sud Radio. Dans un instant, on va parler de Monique Barbu. Doit-elle rester au gouvernement après cette sortie sur sa déclaration, en tout cas, où elle flatte le plan écologiste de la France insoumise. Sud Radio. Anthony Martin Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio avec nos débatteurs autour de la table, Bruno Pomar, Louis Laridon et puis Sarah Georgette, toujours avec vous aussi au 0826 300 300. Je suis vraiment désolé encore pour Cécile et Nathalie. On doit tenir une horloge. Merci en tout cas vraiment de vos appels et de votre fidélité, les amis. On va maintenant parler de Monique Barbu, cette ministre de la transition écologique qui fait quand même beaucoup parler d'elle et pas qu'une seule fois. Rappelez-vous de cet épisode notamment où elle était en déplacement dans le sud-ouest et puis où son TGV était prévu pour son retour et où elle avait choisi plutôt de rentrer en jet privé parce que comprenez-vous, elle ne En tout cas, c'était l'explication de son cabinet. Elle ne pouvait pas rester bloquée dans le train si jamais le train restait bloqué. C'est pas embêtant, oui. Oui, c'est terrible. Notre approche est un peu biaisée, j'ai l'impression, autour de cette table. Écoutez, elle vient de faire une sortie qui fait évidemment grand bruit puisque elle a déclaré concernant le programme écologiste de la France insoumise. Que c'était aujourd'hui le seul plan qui intégrait clairement pleinement les questions du climat et du social. Elle a pourtant dit que Jean-Luc Mélenchon n'était pas vraiment sa tasse de thé, mais qu'elle devait reconnaître que c'est lui qui intégrait le plus la question du climat dans ses propositions écologiques et économiques. Mais disons aussi que celle de Gabriel Attal était intéressante. Ça a dû faire plaisir, j'imagine, au président de la République et puis à cette majorité relative présidentielle. Est-ce qu'elle a raison, Bruno Pomar, d'afficher sa préférence politique, ses préférences d'idées, de se détacher un peu de cette loyauté gouvernementale, si on choisit d'être un peu ouvert sur cette question-là et pas forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit-elle démissionner ou doit-elle quitter le gouvernement ? Est-ce qu'à un moment, on peut aussi exprimer ses propres convictions quand on est dans un gouvernement ? Écoutez, moi j'appelle la solidarité gouvernementale. Alors, quels que soient les propos, les avis de cette dame, moi je trouve que c'est un peu de la trahison vis-à-vis du gouvernement, parce que ces gens-là se parlent entre eux, entre ministres et autres. Il y a une ligne normalement de conduite. Un peu compliqué parfois, évidemment, à comprendre avec Macron, mais il y a une ligne de conduite avec le gouvernement Lecornu qui bataille comme il peut, et je trouve qu'il s'en sort pas mal le Cornu. Mais c'est vrai que ces sorties-là font peur aux gens que nous sommes. À moi, de voir que aucune ligne de conduite n'est possible. Que c'est la réponse aussi de ce qu'a voulu Macron, c'est-à-dire on prend un peu à gauche, à droite, un peu partout, et puis on fait un gouvernement. Ça donne ce que ça donne. La preuve, c'est c'est la catastrophe totale. Et Madame Barbu, un peu ce qu'on a connu du temps de Madame l'ancienne ministre de la Justice. Madame Taubira. Merci, chère avocate. Donc voilà, un petit peu, c'est des gens qui ont, ils ont des avis clairs, politiques. Mais à ce moment-là, quand on a des avis politiques arrêtés, on rentre pas dans un gouvernement, quoi. Je veux dire, encore une fois, nous parle des éco-régions, etc., le plan. C'est très bon communicant, la France Insoumise, c'est sûr. Entre les promesses et la réalité, on va voir ce que ça va donner, tout ça. J'en doute. Et pour les autres, c'est exactement la même chose. C'est pour ça d'ailleurs que les Français n'y croient plus, parce que on vous promet plein de trucs comme ça. Donc, le plan écolo de la France Insoumise qui va nous régler tous les problèmes de climat, formidable. Il y aura plus, la chaleur va descendre totalement. On aura des centaines d'avions pour combattre le feu. On aura, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? On va taper sur le capitalisme parce que l'écologie, c'est à cause, c'est les problèmes de chaleur, c'est à cause des capitalistes, évidemment. Faudra pas venir nous dire que les avions polluent. On en entend toute la journée avec nos politiques. Faudra pas venir nous dire, Bruno Pomar, que les avions polluent, du coup.
Ah ben non, surtout pas là. Non, mais vous voyez un petit peu où on en est. Et donc, c'est simplement l'image de quelque chose qui ne va pas en matière politique. Et cette dame en est l'incarnation totale. Louis Larédon, le jeune socialiste que vous êtes, porte quel regard là-dessus ? Est-ce qu'elle signe un blanc-seing finalement pour la France insoumise et qui du coup peut se frotter les mains en se disant chouette, pour l'écologie c'est bon, on a coché la case, on est bon pour les présidentielles. C'est ça. Moi je suis pas certain d'ailleurs, si j'étais un parti de gauche, j'attendrais pas le soutien d'une ministre d'un gouvernement de droite qui a profondément mal agi sur les questions pourtant, climatiques. Manuel Bompard l'a invité à venir débattre lors des universités de la France insoumise. Moi vous savez, je suis pas insoumis, je soutiens pas les candidats insoumis, je vous demande libre à eux de naviguer à vue dans cette campagne présidentielle. Moi ce que je pense c'est qu'effectivement on a une ministre qui dit quelque chose de vrai. Les gouvernements successifs sous Emmanuel Macron n'ont rien fait pour le climat, n'ont rien fait pour l'écologie. Ils ont abîmé et renforcé. Ils ont baissé le fonds vert de 2,6 milliards à 837 millions. Ils empêchent et ils ralentissent la rénovation énergétique des bâtiments dans toutes les communes, dans toutes les collectivités territoriales en abaissant ces fonds. Mais ils ont agi. Oui, mais en fait la question c'est où est-ce qu'on met l'argent pour prioriser, pour protéger les Français. Là on a vu, on sort d'un épisode de canicule inédit, une canicule en mai, on n'avait jamais vu ça. On est quand même un peu en train de se rendre compte que peut-être que s'il y a 10 ans, Emmanuel Macron, quand il arrive au pouvoir, il avait agi, aujourd'hui, on aurait des bâtiments mieux adaptés à la chaleur, on aurait des écoles où on peut continuer d'aller à l'école en mai, mais aussi en décembre, quand il fait très froid, en janvier-février, quand il fait très froid. Et donc aujourd'hui, oui, elle a raison, les gouvernements néolibéraux d'Emmanuel Macron n'ont rien fait pour protéger le climat. Au contraire, ils ont aggravé les choses en baissant les fonds et en encourageant parfois des politiques non vertueuses sur les questions climatiques. De là à donner un blanc-seing à un autre parti et quelle fidélité ça veut dire et quelle place ça veut dire dans son gouvernement. Moi, les gouvernements de Sébastien Lecornu ne m'intéressent pas. Ils ont une majorité relative. Ils exercent légitimement et légalement le pouvoir. Mais de toute façon, quelle grande légitimité démocratique à Sébastien Lecornu. Il y a une élection présidentielle l'année prochaine. C'est là que les Français décideront du destin du pays. Ils ont le choix entre la bifurcation écologique avec un programme de gauche, c'est ce que propose le Parti socialiste, un programme qui prenne en compte profondément les questions écologistes, ou continuer le désordre libéral. L'écologie doit imprégner tous les programmes. Nous, on propose la bifurcation écologique et un certain nombre de changements majeurs. Donc l'écologie n'est pas un sujet de gauche. L'écologie est un sujet de société. La gauche est, si on doit le reconnaître, comme celle qui s'en est le mieux emparée ces dernières années. Après, on peut regarder. Aujourd'hui, on voit bien l'extrême droite parle d'écologie. Mais bon, c'est quand même pas tout à fait un projet de société souhaitable et désirable. Qu'est-ce que François Hollande a fait pour l'écologie ? Qu'est-ce que François Hollande a fait pour l'écologie ? Il a investi déjà en faisant la COP21 sur la réduction et la trajectoire carbone du pays. On a investi et commencé les plans de rénovation des bâtiments. Énormément pollué, par ailleurs. Sur la venue des gens, mais dans ce cas-là. Et l'accord de Paris qui a été quitté par Donald Trump. Oui, donc on peut pas forcément. Bon, c'est pas forcément la faute de François Hollande si Donald Trump a quitté l'accord de Paris. Il me semble qu'il était plus président depuis. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tout peut pas se régler à coup d'accord. Vous en conviendrez. Non, mais par contre, il faut comprendre que le climat, il est mondial, il s'arrête pas aux frontières. C'est pour ça que la réponse des nationalistes, du Rassemblement national et d'une partie de la droite est mauvaise. La pollution ne s'arrête pas aux frontières du pays. Et le dérèglement climatique qui fait augmenter la chaleur dans les pays notamment en Afrique du Sud, va faire monter et immigrer les gens parce que ces pays vont devenir irrespirables et invivables. Le dérèglement climatique, c'est des immigrations massives, des catastrophes climatiques, et c'est ça qui nous attend si on n'agit pas. Vous pensez que nous, la France, on va régler le problème ? Parce que je pense que l'Europe, quand on entend les politiques, c'est ça un peu. Je pense que l'Europe et la France, en tant que force motrice de cette Europe morale, doit régler le problème en investissant dans les énergies vertes, en investissant dans les industries vertes, en transformant notre manière de produire, de consommer, en rénovant nos bâtiments. Mais on est incapable d'être d'accord. Est-ce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a les enfants dans les écoles, par manque de moyens de l'État, ils avaient en mai, donc l'année scolaire n'était pas finie, il y avait jusqu'à 37, 38, 39 degrés, 40 degrés dans des salles de classe pour les enfants. Est-ce qu'on peut dire qu'on va construire un futur en laissant l'État dans son inaction la plus totale sur ce sujet-là ? Vous nous parlez de l'Europe avec un optimiste merveilleux, oui. Mais quand on voit qu'avec l'Allemagne, on s'entend pas déjà avec les centrales à charbon, les centrales nucléaires, etc. Et vous nous dites, il faut que ça soit réglé au niveau de l'Europe. On est incapable de s'entendre en Europe. On le voit bien. Et déjà, si la France était un peu claire sur son cap, ce serait plus facile avec l'Europe. Aujourd'hui, la France n'est pas claire sur son cap avec Emmanuel Macron. On dit A un jour et B le lendemain. Et Emmanuel Macron, qui avait été élu en 2017 en étant un progressiste qui allait s'occuper des questions de changement climatique, n'a fait que les aggraver. Et c'est sous sa responsabilité, sous son mandat, à cause du bazar politique qu'il a créé, qu'on a réintroduit des néonicotinoïdes dans l'agriculture. Ah non, il n'y a aucun socialiste dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Il n'y avait aucun socialiste dans le gouvernement d'Emmanuel Macron en 2017.
Vous savez, les gens ont fait le choix, ils sont partis, ils ne sont plus socialistes. C'est leur l'interprétation. Oui, vous savez, moi je suis socialiste, je n'ai jamais soutenu. Moi, il me semblait que Manuel Valls l'était. Il ne l'était plus. Quand il a fait le choix, il a fait le choix de rejoindre Emmanuel Macron, il a fait le choix de quitter le Parti socialiste. Change que la personnalité derrière a changé. Emmanuel Valls, c'est son parcours à gauche, on pourra regarder ce qu'il a fait depuis 2017. Revenons-en à cette question de Monique Barbu. Est-ce qu'elle a raison d'afficher ses préférences politique en matière d'écologie? Est-ce qu'elle est alignée finalement avec elle-même et est-ce qu'elle a raison? Je pense qu'elle vit son propre dilemme. Elle est membre d'un gouvernement de droite et sûrement qu'elle n'en a pas toutes les convictions, qu'elle se rend compte que son gouvernement ne fait rien. Est-ce qu'elle a raison? La politique guide à un moment donné la cohérence et la conviction. Quand on est en désaccord avec l'action de son gouvernement, on le quitte. Ou alors, on le fait changer de l'intérieur, mais force est de constater que ça rage. Elle a dit qu'il ne faisait pas assez et que les propositions étaient intéressantes de Gabriel Attal, qui est quand même le candidat de la majorité. Peut-être qu'elles le sont. Intéressante mais insuffisante. Après, je ne sais pas, c'est ses convictions. Vous savez, je ne suis pas Madame Barbu, je ne suis pas ministre de l'écologie, mais ce que je dis, c'est à elle de se mettre en cohérence avec ses idées. Sa préférence politique sur un programme, dire que l'opposition a de bonnes idées lorsqu'on est membre d'un gouvernement. Vous savez, je pense que dire que l'opposition a de bonnes idées dans n'importe quelle ville de France, ça se fait de le dire parfois pour les dévitaliser. C'est aussi des stratégies de campagne et des stratégies électoralistes. La question après, c'est les convictions et les valeurs. Moi, je ne sais pas à quel point Madame Barbu défend vraiment des valeurs écologistes en étant ministre de Sébastien Lecornu. Ouais, bon là, c'est un raccourci peut-être quand même. C'est des dilemmes insolubles. Le réchauffement climatique est une marche du monde contre laquelle nous ne pourrons rien faire si ce n'est nous adapter. On reprocherait aux politiques quand ils prennent des postes de pouvoir pour pouvoir agir, de le faire dans des gouvernements qui ne correspondent pas à leurs valeurs. Et si l'opposition a le malheur de peut-être dire quelque chose de fond, alors on lui tombe dessus parce qu'elle aura dit quelque chose de vrai. C'est insoluble. Bon allez, dans un instant, on va revenir sur cette loi fin de vie qui vient d'être promulguée par le président de la République, Emmanuel Macron. Et la question qu'on vous pose, elle est simple, elle tient en 2 mots. Et maintenant ? Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin Smith. Oui, on est ensemble jusqu'à 13h avec vous, mesdames et messieurs, qui nous écoutez, et merci de votre fidélité. Merci aussi pour vos appels au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à réagir sur les sujets qui nous amènent et qui nous occupent depuis tout à l'heure, 10h. Avec cette libre antenne à partir de midi, c'est le moment qui vous est consacré. Vous nous appelez évidemment. On est toujours avec nos débatteurs autour de la table, Sarah Georgette, Bruno Pomar, Louis Laridon. Et cette question qui finalement est très courte. Et maintenant ? Après la promulgation de la loi fin de vie, après sa validation par le Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron a enfin signé cette loi qui donc rentre en vigueur. Elle a paru au journal officiel aujourd'hui. Et maintenant, Sarah Georgette. Oui, et maintenant. Et maintenant. Et maintenant qu'elle est promulguée. Maintenant qu'on l'a, cette loi. Moi, je suis très inquiet, je vous le cache pas. La loi prévoit un certain nombre de garde-fous qui sont censés prévenir les dérives, si c'est cela qui vous fait peur. C'est si on a peur qu'on pousse un peu trop mamie vers la sortie trop vite, alors la loi a prévu des obstacles. Il y a des commissions collégiales, le patient est censé pouvoir donner son accord. On parle d'un cadre légal très très strict avec une affection qui fait souffrir la personne, des médecins qui doivent donner leurs avis. La loi est, pour une fois, bien rédigée. Elle a prévu les cas d'abus. Avec les clauses de conscience. Exactement. Les médecins peuvent refuser, l'établissement peut refuser. Cliniques privées pourront refuser. Par le Conseil constitutionnel sur cette question du cas de la conscience, il y a eu 3 rejets. Oui, c'est ça. Et la conscience, même dans la préparation, les pharmaciens pourront refuser de le faire. Moi, je crois que ma collègue a tout à fait raison. Ma collègue a tout à fait raison. Je veux dire, c'est toujours encadré. On fait pas n'importe quoi. Et je crois que c'était nécessaire, très sincèrement, pour ceux qui ont connu ça dans leur propre famille. Je veux dire, à un moment donné, de payer des fortunes pour aller à Genève. Totalement. Et puis, ou en Belgique. Oui, non, mais si la vie doit s'arrêter à un moment donné, et là, par rapport à la souffrance, moi, écoutez, je l'ai vu il y a très longtemps avec ma maman.
qui est mort d'un cancer et qui a souffert énormément, je l'ai vu, je pense toujours à ça. Vous auriez aimé à ce moment-là que cette loi existe? Mais évidemment. Quand j'ai vu ma mère pendant une semaine agoniser, c'est le cas de dire. Vous savez, quoi, me dire elle est encore vivante? Ben non, stop, on arrête à un moment donné. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Alors évidemment, pour les croyants, pour tout un tas de choses, ça interpelle les gens. Moi, ça m'interpelle pas du tout. Je suis très pragmatique et même sur ce sujet. Moi, c'est pas cette question-là qui m'interpelle, je vous dirais. C'est principalement justement les personnes très fragilisées qui, je pense notamment aux personnes en situation de handicap, qui sont accompagnées dans des établissements médico-sociaux. On n'est pas des barbares quand même. Attendez Bruno, moi je vais vous dire, il y a quand même des femmes par exemple qui sont enceintes, qu'on fait avorter contre leur consentement dans ces établissements. C'est une réalité, il y a quand même beaucoup d'enquêtes et c'est très documenté sur cette question-là. Donc nécessairement, si un moment vous avez cette loi que vous pouvez actionner dans un état de santé même très fragile, mais pas irrécupérable, voilà, quelles peuvent être les dérives? C'est pour ça que je dis, et maintenant qu'on a cette loi entre les mains, est-ce qu'on va pouvoir l'actionner à bon escient, Louis Laridon? Ce qui est très compliqué, c'est qu'effectivement, c'est une loi qui touche profondément. On a vu les débats qui ont animé la société sur cette loi, à la conscience des gens, à leur rapport, mais effectivement, c'est une loi qui protège à la fin les victimes de souffrance, en leur permettant de partir paisiblement, alors que leur fin de vie s'annonçait profondément pas paisible. Et on le sait, parfois dans les drames familiaux qui ont touché, à quel point ça peut être fort et important de pouvoir laisser les gens partir sereinement. Parfois, on regrette la manière dont dont nos proches sont partis. Après oui, le cadre, moi je pense que cette loi a été plutôt bien rédigée avec beaucoup de garde-fous, la question même de certains d'entre eux, voilà, cette loi protège énormément. Par contre, effectivement, ça pose une question, c'est comment on accompagne les publics spécialisés, les publics les plus fragiles. Mais est-ce qu'elle protège pas ceux qui restent plus que ceux qui partent? Non, cette loi protège plus ceux qui partent que ceux qui restent, parce que les défunts, quand ils partent, ils manquent à ceux qui restent, pas à ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis, ils souffraient. Ouais. Et ils étaient plus vraiment là, ils étaient dans une souffrance absolue. C'est une libération même. Oui, c'est la question de la souffrance. C'est la question de la souffrance, peut-être, Anthony, qui va prévenir les dérives, et la question du consentement quand le patient peut le donner. Mais moi, je vous donne pas forcément mon avis. Moi, je suis ni contre ni pour. Je n'arrive toujours pas à me décider sur cette question-là. Je me fais juste la contradiction, parce que visiblement autour de la table vous êtes plutôt favorable, donc je suis obligé de vous apporter cette contradiction. C'est pour ça que je dis, et maintenant qu'on a cette loi entre les mains, qu'est-ce qu'on peut en faire et dans quelle mesure on va la voir agir? Je crois, vous Sarah, que vous avez une connaissance un peu particulière sur cette question, oui. Sans violer le secret professionnel par lequel vous êtes tenu, mais peut-être vous pouvez nous en dire un mot? Effectivement, avant la promulgation de cette loi, il m'est arrivé d'avoir à traiter un dossier tout à fait unique d'une personne qui a choisi de partir plus tôt, avant que la souffrance n'arrive. Parce qu'elle savait que la souffrance allait arriver, et elle a décidé de partir plus tôt, et dans un pays limitrophe que je ne citerai pas, et elle a choisi d'organiser sa succession. C'est un dossier qui m'a beaucoup marqué. D'abord parce que, vous serez étonnés, mais les notaires ne sont pas d'accord pour préparer une succession tant que la personne n'est pas encore décédée. Et oui, mais pour des raisons très logiques. Il n'y a pas de certificat de décès, donc pourquoi voulez-vous que j'entame les démarches? M'ont-ils répondu. Et en fait, elle a dû partir du pays parce qu'elle ne pouvait pas le faire dans notre pays. Elle avait conscience de ce qu'elle faisait, elle savait pourquoi, et ce qui était très perturbant, c'est qu'elle a choisi de partir alors qu'elle ne souffrait pas. Et ça, c'est très particulier. Mais elle savait qu'elle allait souffrir. Donc, en fait, cette loi qui, là, met un garde-fou supplémentaire qui impose une souffrance, fait que je serai évidemment très attentive à l'application de cette loi, mais le législateur a pour une fois balayé quand même beaucoup de cas possibles. Il y a eu 4 ans de débat. Voilà, on peut reconnaître que ce n'est pas une loi qui a été prise sous le coup de l'émotion, et que toutes les parties ont été entendues. Et que même notre Conseil constitutionnel s'est dit favorable. Bruno Pomar. Mais Anthony, tu as raison de te poser en même temps la question. On peut se poser la question parce que à partir du moment où on a une loi qui cadre parfaitement, vous l'avez dit, ce sujet-là, on aura automatiquement des problèmes lorsque ça va commencer à se mettre vraiment en pratique sur des cas exceptionnels. Il va y avoir évidemment des problèmes d'héritage, tout ce qu'on peut imaginer, des gens qui vont attaquer en disant mais pourquoi vous lui avez permis de partir, etc. C'est sûr et certain. Mais de façon générale, je pense très sincèrement que c'est un plus pour nos compatriotes qui souffrent et qui ont envie de partir tout simplement.
Mais là où ça interroge aussi sur la fin de vie et sur les souffrances, et aussi tous ces établissements, on vient traiter les gens, les EHPAD en fin de vie, les établissements médico-sociaux, les établissements hospitalisés, on va traiter les gens qui sont en grande souffrance. Là où vous avez tout à fait raison, et là où je rejoins, c'est qu'il faut faire attention, contrôler, vérifier que là on place nos personnes les plus vulnérables, la société est capable de s'assurer de leurs conditions. Et là on a vu tous les scandales, et là on a vu qu'effectivement on n'était pas encore tout à fait au niveau. Et donc il faut se permettre de se garantir que quand on place en confiance dans un établissement allez dire ça aux gens qui ont placé leur famille dans des EHPAD du groupe Corian. Il y a des dérives, partout il y en a des dérives. Il y a des brebis galeuses partout. On le verra, il y aura des scandales liés à cette loi où on se rendra compte que le médecin était en réalité le petit ami de la petite fille, et ça finira à faire entrer l'accusé à un moment ou à un autre, bien sûr. Mais j'ose espérer que ça restera marginal et que cette loi profitera à nos concitoyens. Et plus généralement, c'est aussi la question sur ces groupes-là de comment est-ce que la fin de vie n'est pas un business, et comment est-ce que cette silver economy qui existe aujourd'hui parfois, on limite les dérives. Sur certains groupes, la question de la rentabilité amène à la maltraitance. Et donc on prend soin de personnes vulnérables, on les accompagne. C'est aussi à l'État d'assumer sa responsabilité et de protéger jusqu'à la fin de vie ses citoyens. Et ça va devenir un business, Louis. Les EHPAD, c'est déjà un business en soi. Les EHPAD, c'est un vrai débat. Mais ça va devenir un argument commercial pour certains établissements. Mais là, on pensait pas. Là, on pose la question d'un projet de société. Accompagnement à la fin de vie. Ça fera peut-être partie des brochures. Non? Probablement. Sarah Georgette. On est un pays quand même un peu puritain. Je ne sais pas s'ils mettront ça sur leur brochure d'accueil. Ce sera subliminal sur la proposition. Ce sera des messages un petit peu subtils, mais effectivement, la France rentre dans une nouvelle ère. C'est vrai. La société va changer dès lors que c'est possible. Vous le voyez bien sur ce que ça a pu donner, notamment sur la procréation médicalement assistée, qui au départ était quand même réservée à des dérives, à des couples, des dérives, je sais pas, mais en tout cas où on voit que c'est devenu le business de certaines cliniques. Oui, alors comme tout traitement médical, effectivement, il est très cher. Bon, la PMA en France, elle pallie à un autre problème de santé publique qui est l'infertilité des couples hétérosexuels. Donc ça, alors on va peut-être pas ouvrir le débat, mais la PMA pallie à ce sujet-là. Et puis après les dérives dont vous parlez, probablement, et je vous rejoins, on peut maintenant effectivement aller acheter des enfants aux États-Unis ou les faire porter par des Ukrainiennes et les faire reconnaître. C'est de la GPA, c'est de la gestation pour autrui. Oui, bien sûr, et faire reconnaître. Oui, mais en fait, on a consacrer cette espèce de droit à l'enfant et effectivement les couples aisés peuvent avoir accès à un enfant là où les couples plus modestes n'en ont pas, exactement, à peu près 70 000 et maintenant l'affiliation est reconnue en France, et tant mieux pour ces enfants d'ailleurs, donc oui, les dérives vont arriver. Pour les parents aussi, hein. Oui, la filiation est bilatérale, effectivement. Mais oui, les dérives vont arriver, on en verra. Mais j'espère que ça restera marginal, quand même. Les amis, je veux vous remercier pour le temps que vous nous consacrez autour de cette table. Louis Laridon, je le rappelle, vous êtes secrétaire national des jeunes socialistes. Vous êtes adjoint à la mairie de Cergy. Je vous remercie aussi. Merci pour votre invitation. Sarah Georgette, vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialisée en cybercriminologie et enquête interne. Je ne sais pas ce que ça veut dire, enquête interne. On fera une émission pour en parler, alors si vous le voulez bien. A priori, c'est qu'on enquête à l'intérieur. Exactement. On établit des rapports de preuve. On établit des rapports de preuve quand on a une alerte de conformité. Alors s'il y a des ingérences à l'intérieur même de l'administration ou autre. Ce serait très intéressant. Ça, c'est l'ANSSI qui nous le dira après le rapport forensique. Bruno Pomar, je rappelle, vous êtes un ancien flic, un ancien membre du RAID. Ancien tout. Ancien tout, oui. Vous êtes un ancien, quoi. Oui, c'est ça. Merci, vous êtes un ancien élu aussi d'un petit village dans l'autre. C'était quoi comme village ? Belflou, 125 habitants. D'accord. Un grand respect pour nos élus de proximité, des toutes petites, ces 15 000 communes en France qui n'ont pas grand-chose malheureusement et qui n'ont pas la chance d'avoir, comme les grandes villes de Cergy, et tant mieux, mais c'est vrai que c'est compliqué pour les élus ruraux.
Je veux évidemment remercier aussi Ludovic, comme Nathalie, Cécile, Marianne qui nous ont appelé au 0826 300 300. Vous continuez à nous appeler. Il y a Zach qui vous attend. Il y a la radio libre qui va démarrer dans un instant. Clément Barguin qui va me rejoindre autour de cette table. On va avoir cet entretien avec le général Dominique Trinquant et on va parler. Oui, vous le connaissez, mais vous connaissez tout le monde en fait, Bruno. C'est ça le problème. À force de faire tous les plateaux, c'est sûr. Même si vous la connaissez. Non, mais c'est intéressant. Le débat est intéressant. C'est pour ça que j'adore revenir en Sud Radio, parce qu'on parle avec des gens différents. On n'a pas les mêmes valeurs ou les mêmes. Et on n'a pas de couleur politique. C'est énorme. On n'a pas de couleur politique que Sud Radio. Donc c'est essentiel. On peut parler de tout et qu'on soit de gauche comme à l'extrême gauche, comme à la toute droite. Vous nous continuez à nous appeler au 0826 300 300 et puis on va revenir sur la situation figée en Iran avec les États-Unis et puis Donald Trump qui sait toujours pas se décider visiblement. Sud Radio